10 ans se sont écoulés depuis la catastrophe et les humains se sont progressivement adaptés à l'existence de monstres mangeurs d'hommes. Les frères et sœurs Kiriko et Haruki ont perdu leurs parents et sont devenus orphelins. Ils ont ensuite trouvé une communauté humaine et ont vécu en travaillant dans l'industrie des courses d'électrocartes. Kiriko était une coureuse et elle participait régulièrement à diverses courses, soutenant les enfants de l'orphelinat et son frère avec son bonus. Pour maintenir les courses, le responsable de l'association a engagé de nombreux orphelins comme agents de sécurité et Haruki était l'un d'entre eux. Un jour, 2 gangsters ont été découverts en train de se faufiler dans l'arène et Haruki a été abattu par les 2 gangsters lorsqu'il a essayé de les arrêter. Alors que les 2 gangsters étaient sur le point de tuer Haruki, un homme nommé Robin est apparu pour le sauver. Robin a ensuite dit à Haruki que lors d'un combat, il faut observer son environnement et utiliser tous les outils à sa disposition. Il a ensuite donné à Haruki le mérite d'avoir capturé les 2 voyous, ce qui lui a valu une récompense. Après avoir reçu la récompense, Haruki est retourné joyeusement à l'orphelinat et Kiriko est revenu d'une compétition avec un bras cassé. Après que Kiriko soit allé se reposer, un garçon a secrètement dit à Haruki qu'il devait empêcher Kiriko de s'approcher trop près du docteur, qui étudiait secrètement les monstres mangeurs d'hommes et menait des expériences sur les humains. Pendant la nuit, il a remarqué que Kiriko avait froid et elle lui a demandé de dormir avec lui. Quand Kiriko l'a fait, Haruki était un peu timide. À ce moment-là, on a entendu un bruit en bas. Il s'avérait qu'un monstre mangeur d'hommes avait été découvert dans le quartier et qu'un groupe d'hommes allait le combattre. Haruki les suivait également avec un pistolet qu'il avait fabriqué lui-même. La scène passe ensuite à Haruki qui s'entraîne à tirer avec l'arme. Il s'avère que le mangeur d'hommes a été éliminé, mais Robin est très fâché que Haruki se soit joint au combat. Il avait perdu sa sœur lors de la catastrophe qui venait de se produire. À ce moment-là, Haruki s'est rendu compte qu'il était presque 3 heures et il s'est dépêché d'aller voir la course de sa sœur. Pour mieux voir la piste, Haruki sortit ses jumelles pour regarder la course, mais un mangeur d'hommes transparent apparut sur la piste. Il s'apprête à crier à l'aide, mais les acclamations des gens sur place sont si fortes que personne ne peut entendre sa voix. Pensant que sa sœur ne mettrait que quelques minutes à atteindre la ligne d'arrivée, il sut qu'il était trop tard pour prévenir les autres. Il prit donc son fusil et se précipita à l'endroit où le monstre était apparu. Lorsqu'il se trouva devant le monstre, il tira, mais le mangeur d'hommes resta indemne. Le courageux garçon sortit sa dague et s'élança sur le monstre, mais il était pris au piège. Après quelques minutes, Kiriko arriva au bout de la piste, où elle aperçut un monstre mangeur d'hommes et elle avertit le coureur derrière elle d'appeler à l'aide. Alors que la jeune fille s'apprêtait à partir, elle vit Haruki bloqué par le monstre. Elle a foncé avec son kart sur le monstre et a arraché le corps d'Haruki du monstre. Malheureusement, il ne restait que la moitié du corps de Haruki. Ensuite, quelqu'un a opéré Haruki. Quand Haruki s'est enfin réveillé, il était dans un lit d'hôpital. Lorsqu'il a vu son apparence dans le miroir, il n'a pas pu croire qu'il s'était transformé en Kiriko et il s'est écrié qu'il voulait voir sa sœur. Les infirmières ont pensé que Kiriko ne pouvait pas accepter la perte de son frère et qu'elle se prenait pour Haruki. Haruki leur a demandé ce qui s'était passé après qu'il soit tombé dans le coma. Les infirmières ont révélé à Kiriko qu'il s'agissait en fait de Haruki, car lorsque son frère et elle ont été envoyés à l'hôpital, ils étaient tous les 2 mourants, mais malheureusement son frère est mort et le médecin est parti après l'opération. Haruki se souvenait avoir vu sa sœur pleurer avant de s'évanouir, mais elle était vivante. Comment était-il possible qu'elle ait été envoyée à l'hôpital avec lui? Haruki savait que personne ne croirait qu'il était dans le corps de sa sœur, mais il était sûr d'être Haruki. Haruki décida de garder ce secret pour lui et lorsqu'il se rétablit complètement, 4 mois s'étaient écoulés. Il s'est alors souvenu qu'un orphelin lui avait dit que Robin enquêtait sur l'identité du docteur Barbu, alors il est allé voir Robin pour obtenir des indices. Mais le personnel de l'électrocarte Racing a dit que Robin avait peut-être été tué. Il s'est avéré qu'il y avait eu de nombreuses disparitions dans le quartier ces derniers temps et que Robin avait également disparu alors qu'il enquêtait sur le problème. Haruki s'est empressé de retourner à l'orphelinat où il vivait, mais il a découvert que ses compagnons avaient également disparu. Un homme qui vivait à proximité lui avait dit que les garçons avaient perdu leurs ressources financières après le départ de Kiriko et de Robin et qu'il avait donc dû déménager ailleurs, mais personne ne savait où ils avaient déménagé. Haruki est retourné dans sa chambre, mais à ce moment-là, il s'est dit qu'il n'y avait aucune preuve définitive de la mort de Robin. Haruki pensait que s'il pouvait retrouver Robin ou le docteur, il découvrirait la vérité. Il a donc trouvé des photos d'eux et a changé son nom en Kiruko. Il s'est présenté comme garde du corps pour retrouver Robin et le docteur. 4 années passèrent ainsi jusqu'à ce que Kiruko rencontre Maru. Le passé incroyable de Kiruko bouleverse Maru, mais dans un monde rempli de monstres, rien n'est impossible. Alors qu'ils sont encore en train de se demander comment s'appeler correctement l'un l'autre, un cri est poussé par un homme qui se trouve à proximité. Kiruko et Maru courent le voir, mais un terrifiant monstre poisson mangeur d'hommes apparaît à l'extérieur du bateau. La scène bascule au paradis, où un garçon nommé Kona dessine un bébé au visage étrange. Une fille aime beaucoup son dessin et lui demande de le lui donner. À ce moment-là, Tokyo apparaît et emmène la jeune fille. La jeune fille dit qu'elle louait le dessin parce qu'elle a vu de vrais enfants, mais ils n'ont pas de visage.
Intriguée, Tokyo suit la jeune fille nommée Cucu à l'extérieur et elle dit à Tokyo de la suivre s'il veut voir l'enfant sans visage. Cucu conduit Tokyo jusqu'à un mur élevé, puis elle saute sur le mur. Ses membres peuvent s'attacher à n'importe quel objet et elle grimpe jusqu'à une bouche d'aération sur le mur. Tokyo veut lui aussi escalader le mur, mais il n'a malheureusement pas cette capacité. En même temps, les caméras de Paradis surveillent tout ce qui concerne les garçons dans l'établissement. La conversation entre les deux membres du personnel dans la salle de surveillance révèle qu'il y a des caméras partout à Paradis et que tout ce qui concerne les garçons ne peut pas échapper à leur attention. Les gens ici étudient les mouvements et le comportement de ces garçons et ces derniers sont leurs expériences. En voyant deux filles s'étreindre et s'embrasser, ils pensent que c'est très intéressant parce qu'ils n'ont jamais enseigné l'amour à ces garçons. Pendant ce temps, Tokyo trouve une voiture et grimpe dedans pour escalader le mur. La caméra se concentre déjà sur Tokyo, mais il n'est pas visible à l'écran. Bientôt, Tokyo suit Cucu dans le conduit d'aération jusqu'à un laboratoire. Il y a de nombreux conteneurs expérimentaux avec de nombreux enfants étranges à l'intérieur. Ils n'ont pas de visage et le bas de leur corps est recouvert d'étranges tentacules. Tokyo s'approche curieusement d'un enfant et c'est alors qu'une alarme retentit dans la pièce. Cucu saute rapidement dans le conduit de ventilation, mais Tokyo est si effrayé qu'il reste immobile. À ce moment-là, les membres du personnel envoient quelqu'un pour voir où l'intrusion a eu lieu. Cependant, même à ce moment-là, Tokyo n'apparaît pas sur l'écran de contrôle. Tokyo est encore abasourdi et Cucu l'aide à s'enfuir en lui tenant la main. Après leur départ, l'enfant qui a interagi avec Tokyo tout à l'heure murmure « Tokyo ». Pendant ce temps, à côté de la directrice, se trouve un robot nommé Mina, dont le corps relie tout le paradis. Nous pouvons comprendre que Mina peut entendre tout ce qui se passe au paradis, mais même elle ne remarque pas l'intrusion de Tokyo, de sorte que la directrice ne peut que considérer l'alarme de tout à l'heure comme une erreur. Pendant ce temps, Kiruko découvre que cet étrange poisson a une capacité similaire à celle de Cucu, avec de nombreux bras humains sur son corps et qu'il peut se déplacer rapidement sur le mur. Il crache également des flèches d'eau pour attaquer les humains. Le plus effrayant, c'est qu'il est recouvert d'une étrange pellicule d'eau et que même le pistolet de Kiruko ne peut pas l'atteindre. Kiruko et les autres apprennent du capitaine que le bateau n'atteindra pas le rivage avant au moins 30 minutes, mais que si cet étrange poisson continue d'attaquer le navire, la coque risque d'être détruite. Kiruko découvre que l'étrange poisson s'appuie sur la pellicule d'eau qui recouvre son corps pour adhérer à la paroi et se défendre, et elle réfléchit à un moyen très dangereux de s'en débarrasser. Kiruko monte sur le pont pour attirer l'attention du poisson. Lorsque le poisson est attiré, Maru et elle s'échappent, menant le poisson à un endroit de la cabine où des marchandises sont entassées. Maru essaie de trouver une sortie pour s'échapper, mais Kiruko le rassure en lui disant qu'il n'a pas à le faire. Il s'avère que la cabane est remplie de boîtes en carton contenant non seulement des légumes, mais aussi beaucoup de marijuana. Ces cartons et la marijuana absorbent l'humidité de l'étrange poisson, ce qui fait disparaître la pellicule d'eau de l'étrange créature. Kiruko demande à Maru de le tuer. Lorsque Maru pose sa main sur l'étrange poisson, le corps de la créature se désintègre en se vaporisant. Il semble que Maru ait la capacité spéciale de tuer le monstre en le touchant. Peu après, le bateau accoste. Pour remercier Kiruko et Maru d'avoir tué le monstre, le capitaine a l'intention de les payer. Kiruko refuse car elle pense qu'ils n'ont sauvé qu'eux-mêmes. Kiruko sort alors son arme et demande au capitaine s'il reconnaît la marque sur l'arme. Un membre de l'équipage répond qu'il connaît la marque. En marchant le long de la route, ils peuvent voir le bâtiment lié à la marque. Fort de cette information, Kiruko et Maru se mettent immédiatement en route, mais le membre de l'équipage a confondu un logo de dessin animé avec la marque de l'arme. Maru trouve des bonbons et tous deux mangent à nouveau de délicieux plats. Au paradis, alors que Tokyo révise ses leçons en classe, il remarque un garçon nommé Shiro qui emmène Mimim. Shiro emmène Mimim dans un coin où il n'y a personne et ses paroles laissent Mimim un peu perplexe. Rougissant, il dit à Mimim qu'à chaque fois qu'il la voit, il ressent quelque chose de très spécial et qu'il veut l'emmener dans sa chambre, enlever ses vêtements et toucher son corps. En entendant cela, Mimim est très confuse et pense que Shiro veut la manger. Tokyo entend leur conversation et réfléchit aux paroles de Shiro. Peu après, il va rendre visite à un ami proche qui est malade. Tokyo réconforte Tarao en lui disant que lorsqu'il sera guéri, ils joueront ensemble. À ce moment-là, Tarao prend la main de Tokyo, s'approche de lui et veut l'embrasser sur les lèvres. Effrayé, Tokyo repousse Tarao et s'enfuit. Il semble que les garçons du paradis révèlent progressivement leurs émotions humaines au fur et à mesure qu'ils grandissent. Kona voit Tokyo courir, paniqué, et Tokyo lui raconte tout ce qui vient de se passer. Il se plaint à Kona que tout le monde semble être devenu très étrange ces derniers temps et il a peur de ces changements. Kona le réconforte en lui disant qu'il est tout à fait normal que les êtres humains tombent amoureux de quelqu'un. Tokyo aura un jour le désir d'être intime avec quelqu'un, ce qui n'a rien d'étrange. En entendant cela, Tokyo rougit et dit que si cela arrive, il espère que cette personne sera Kona. En souriant, Kona dit aussi qu'elle espère que Tokyo sera cette personne. Le soir, en repensant à ce que Kona lui a dit dans la journée, Tokyo est si heureux qu'il n'arrive pas à s'endormir.
C'est alors qu'on l'informe que l'état de Tarao s'est soudainement détérioré et qu'il veut voir Tokyo. Tokyo se rend immédiatement dans la chambre d'hôpital de Tarao, où ce dernier s'excuse de l'avoir embrassé. Il n'a pas tenu compte des sentiments de Tokyo et sent qu'il ne vivra pas longtemps. Tarao trouve le courage de dire « Tokyo, sauve-toi, c'est très dangereux ici. Les enfants étranges du laboratoire pourraient-ils être liés aux monstres de l'extérieur? Si vous voulez le découvrir, commentez, nous sommes des humains, pas des rats de laboratoire. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé.